Bonjour Raphaël. Bonjour Simon. Déjà, je vais te demander peut-être en première question, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton association et les actions de ton association? Oui, alors moi c'est Raphaël, j'ai 19 ans et je suis étudiant à l'Université de technologie de Compiègne. Donc je suis en classe préparatoire là-bas et je vais partir en génie urbain. Et donc aujourd'hui je suis ici pour représenter l'association Compiègne en transition. Donc cette association, elle a été fondée je crois en 2017 à peu près. C'est une association qui vient d'un projet qui était mis en place par un cours où il faut réaliser des projets variés, et donc ça a créé cette association. Et cette association, elle est un peu particulière parce que d'un côté, il y a une partie ville, qui en fait, c'est des bénévoles de la ville, et c'est une association qui est du coup dans toute la ville de Compiègne et qui concerne ses habitants. Et il y a l'autre partie de cette association, la partie UTC, donc de l'université, qui est l'association étudiante. Donc ces deux associations fonctionnent par pôle, un peu séparément, et on essaie au mieux de joindre les activités des deux, de faire de la coopération entre les deux pour favoriser tout simplement la transition écologique à l'échelle de la ville en entier, et pas seulement de ses étudiants. Et au sein de cette association, il y a ce semestre 7 équipes différentes qui vont en fait accompagner les étudiants pour leur faire leur transition à leur échelle et dans les sujets qui les intéressent. Il y a donc une équipe low-tech qui va donc développer des produits low-tech en lien avec un collectif qui s'est mis en place au sein de l'université. Et donc eux, ils vont plus faire l'aspect prototypage, l'aspect réalisation concret. Il y a aussi une équipe, il y a deux équipes sensibilisation. Une au niveau de l'université qui organise des conférences, réalise des affiches, partage des résumés d'autres conférences, de livres, de vidéos, etc. Et une partie sensibilisation scolaire qui va donc sensibiliser dans les écoles, les collèges, les lycées. Donc ça fait déjà 3. Ensuite, je crois qu'on a une équipe jardin qui, du coup, met en place un potager en permaculture. Donc c'est un jardin qui nous a été donné par un membre de l'association, un habitant de la ville, qui du coup nous prête son jardin pour ça. Et avant, on avait un autre jardin qui était un professeur. Du coup, on a un peu deux terrains. On a aussi une équipe friperie qui facilite les ventes de vêtements entre les étudiants pour éviter le passage par des applications, des envois, etc. On a une équipe événements qui en fait va s'occuper d'organiser des événements pour notre association, mais surtout de conseiller les autres associations de l'école et de les aider dans leur transition. Donc elle va par exemple les aider à réaliser des menus végétariens, à les faire réfléchir sur certaines questions, sur certaines pratiques qu'ils mettent en place, et qui a par exemple récolté les mégots pour les donner à une entreprise qui les traite, des choses comme ça. Et on a aussi une équipe zéro déchet qui réalise des ateliers avec la ville, donc, et cette fois-ci avec les habitants, et parfois avec les étudiants aussi dans des stands. Et donc l'idée, ça va être de réaliser ses propres produits zéro déchet, etc. Toi, qu'est-ce qui individuellement t'a fait vouloir t'engager dans cette association? Depuis tout petit, j'ai un peu une attirance pour l'écologie et ces questions-là, pour la nature en général. Et j'ai donc, dès que je suis arrivé à l'UTC, donc en 2021, septembre, j'ai directement été intéressé par cette association. Je suis allé les voir à la journée des associations au début du semestre. J'ai participé assez rapidement à des apéros-débats avec eux. Et j'ai décidé de m'engager plus parce que ce qui m'intéresse et ce qui me pousse un peu même dans le choix de mes études, c'est d'impacter positivement les gens. Et c'est donc pour ça que je me suis dit que cette association était un bon moyen de le faire, en accord avec mes valeurs, et un bon moyen d'aider les autres à changer ce qui ne leur plaît pas chez eux et à avancer dans la bonne direction de l'écologie. Je prêche un peu la parole. Et à quoi ressemblent ces apéros-débats dont tu parles? Alors, ces apéros-débats, ça va être organisé dans la cafétéria de l'école. Souvent, ça va être à 18h30, après les cours.
Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, on ramène de quoi grignoter, de quoi boire, et les gens viennent, c'est ouvert à tout le monde, aux professeurs, aux étudiants qui sont en thèse, aux étudiants de début, enfin vraiment à tout le monde. Et du coup, on sort des thèmes, des petits jeux, des petites activités, et chacun vient et y participe. Donc on fait des débats sur la radicalité, sur certains, sur les avions par exemple. Alors celui-là, c'est un qu'on aimerait faire parce qu'il y a aussi une association d'aviation dans notre école. Et donc, on aimerait bien faire un débat, mais qui soit constructif et pas simplement du bashing. Mais on est encore en train d'essayer d'y réfléchir. Mais c'est ce genre de thèmes qui font un peu parler et qui font discuter les gens. Et avec souvent des petits jeux, des petits ateliers en plus. Voilà. Et justement, est-ce qu'il y a... comment tu gères les différentes sensibilités vis-à-vis de l'écologie au sein de votre école? Est-ce qu'il y a une grande variété de comportements et attitudes et pensées vis-à-vis des questions écologiques? Ou alors est-ce que vous êtes tous portés vers la transition écologique et sociale? Je crois qu'on peut dire que c'est pas le cas de tout le monde, que tout le monde a des sensibilités différentes. La grande majorité sont sensibilisés, au sens où ils sont pour les actions écologiques, ils sont soutiens de ces actions, mais il y a quand même une certaine dissonance entre ce pourquoi ils sont et ce qu'ils font. C'est-à-dire que dans mon université, les étudiants majoritaires sont ceux d'ingénierie mécanique, et dans ces étudiants d'ingénierie mécanique, beaucoup d'entre eux souhaitent travailler dans l'aviation, beaucoup sur les idées de voitures de course. Il y a une association qui fabrique c'est pas une Formule 1, mais les modèles de voitures de course. Donc il y a l'association d'aviation, enfin il y a des choses comme ça, et du coup il y a bien sûr de l'opposition, mais il y a aussi beaucoup qui ne sont pas opposés, qui sont même pour, mais qui dans leurs engagements, au final, font des choses un peu contraires. Mais c'est aussi ce qui est intéressant, et c'est ce qui permet le débat dans l'université, et ce qui pousse aussi à l'action. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup dans l'association Compiègne Transition qui sont engagés parce qu'ils voient que ils ont des potes qui sont fans de charcuterie, qui sont dans l'association d'aviation, et ils aimeraient bien les aider à changer dans la mesure de ce qui convient à leurs valeurs au final. L'idée, c'est pas de leur dire non, vous faites ça, c'est interdit, le reste. C'est de leur dire c'est quoi tes valeurs, d'accord, mais est-ce que tu pourrais pas les retrouver dans la partie écologie? Est-ce que tu pourrais pas les transmettre autrement que par ces domaines qui sont, on le sait, assez néfastes? Du coup, est-ce que tu pourrais nous dire c'est quoi le quotidien finalement de ton association dont tu es président? C'est quoi au quotidien gérer l'association Compiègne en Transition? Bon, déjà, on est 2 coprésidents. En fait, pour essayer de faire perdurer l'association, il y a une rotation sur 1 an de mandat, on tourne. Mais le quotidien, au final, je suis pas sûr que j'ai le plus drôle. C'est-à-dire que on a du coup nos 7 équipes qui ont chacune 1 ou 2 responsables quand c'est possible. Et il y a le bureau où du coup on est 2 coprésidents, un secrétaire, un trésorier, et aussi une responsable communication qui fait partie du bureau. Et l'idée, ça va en fait d'organiser, les différentes teams s'organisent chacune de leur côté. Le responsable organise lui-même ses actions. Par exemple, la team jardin se réunit toutes les semaines, 1 à 2 fois par semaine pour aller jardiner. Là-dessus, on y va de temps en temps, on essaie de les accompagner quand ils ont besoin de monde, etc. Mais au final, on n'est pas tout le temps, c'est pas nous qui organisons ça. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup suivre les différentes équipes, leurs avancées, ce qu'elles font, leurs projets, les accompagner et essayer d'organiser ça de manière logique et de manière efficace. Par exemple, la dernière fois, notre équipe Friperie souhaitait faire une vente. Donc en fait, elle récolte les vêtements et elle les met en vente au même endroit, au même moment, pour que les autres étudiants puissent venir voir, sélectionner et qu'il n'y ait pas toutes ces intermédiaires. Et donc, dans ce cas-là, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait réuni la team Friperie qui faisait sa vente, la team Zéro Déchet qui vendait des produits zéro déchet à prix coûtant, qui venait d'une autre association qui a été supprimée. Bon, voilà, une histoire un peu longue.
Et en même temps, nous, on organisait une permanence toute la journée dans le foyer étudiant, où donc on s'occupait de la nourriture, etc. Et ça nous permet de faire des événements un peu... où là, cette fois-ci, les teams sont vraiment ensemble et où tous les membres de l'association sont réunis. Et en plus de ça, on organise aussi énormément de stands pour les autres associations. C'est-à-dire on a une vie associative assez vivante à Compiègne. Et il y a par exemple l'Imaginarium Festival, qui est dans 2 semaines, samedi prochain, et le 27 mai. Et donc pour ce 27 mai, on va tenir un stand pendant le festival. Et donc c'est un peu ce qu'on organise et on essaie de voir qui sera disponible, qui est motivé, enfin, tout l'aspect un peu organisationnel. Et bien sûr, après, il y a aussi les tâches de paperasse au niveau associatif, mais c'est pas ce qui prend le plus de temps. Et voilà, ça c'est à peu près le quotidien de l'association, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Après, je dis pas que c'est la meilleure façon de fonctionner, il y aurait des choses à améliorer, et qu'on va essayer d'améliorer, mais comme partout ailleurs, je pense. Il y a une question à laquelle tu as peut-être déjà répondu tout à l'heure quand tu as dit que très jeune, tu étais déjà intéressé par l'écologie. Ma question, c'était un peu, est-ce que tu as eu un déclic sur les questions écologiques ou alors est-ce que ça a toujours été là? Est-ce qu'il y a eu des moments plus marquants que d'autres dans ton histoire avec l'écologie? Je pense pas que personnellement j'ai eu un déclic au sens auquel on l'entend. C'est-à-dire que depuis très jeune, j'ai toujours beaucoup aimé la nature, j'ai toujours beaucoup joué dans mon jardin parce que j'ai grandi à la campagne. Et mes parents ont toujours été assez ouverts sur ces questions. Après, je pense pas non plus que ma famille était la famille écolo parfaite. Et c'était plus une question de façon de penser, je pense, et d'ouverture d'esprit sur ces questions-là, qui a fait qu'au fur et à mesure de ma scolarité, je me suis toujours intéressé à ces questions, toujours un peu penché dessus, et que j'ai essayé d'en faire un élément important de ce que je fais au quotidien. Après, je pense le déclic, ça a été un peu de me dire qu'au final, l'écologie, comme on la voit actuellement, c'est pas uniquement une histoire de protéger les oiseaux, protéger les animaux. Et ce qui m'a fait un peu déclic au lycée, c'était notamment le fait qu'au final, l'écologie, enfin pour moi, c'est quelque chose qui est avant tout pour protéger les humains plutôt que la planète, et que c'est au final une action qui se veut au final protectrice de tout le monde et donc qui se veut universelle. Et justement, voilà, tu disais qu'au lycée, tu as ce changement un petit peu de perspective sur l'écologie, quoi. Il y a beaucoup, de plus en plus même de jeunes qui ont pris conscience de l'urgence écologique et qui se mettent à s'engager de plein de façons différentes. Qu'est-ce que toi, ça t'inspire? Est-ce que tu le ressens aussi comme ça? Est-ce que tu le vois aussi, cette mobilisation de la jeunesse sur les questions écologiques? Et voilà, qu'est-ce que ça t'inspire? Oui, je pense que cette mobilisation, elle est visible. Il y a de plus en plus de jeunes qui sont touchés par ça. On le voit aussi malheureusement dans le fait qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont éco-anxieux, d'après les différentes études, etc. Il y a énormément de jeunes qui s'activent. C'est quelque chose de très positif parce que c'est nécessaire. Après, forcément, il y a toujours un peu cette idée de tout le monde est pour, personne fondamentalement est contre l'écologie, mais les actions ne correspondent pas forcément. Mais pour moi, c'est pas un problème des jeunes en eux-mêmes. C'est pas eux qui se disent ah bah non, je vais prendre l'avion parce que j'aime ça et juste pour faire chier les autres. Enfin voilà. Et en même temps, du coup, j'espère que ce qu'on voit là, cette dynamique des jeunes qui s'investissent de plus en plus pour le climat et même pour d'autres questions aussi qui sont tout aussi importantes, que cet engagement il perdure et qu'il se traduise dans des actions concrètes plutôt que juste comme une dynamique de pensée. C'est bien, mais il faut aussi qu'il y ait des actions et il faut aussi que ça perdure dans le temps et qu'en grandissant, ils ne changent pas d'avis et qu'ils restent ancrés dans leurs valeurs. Il y a un axe important du Festival Atmosphère qui est l'idée selon laquelle il y a un certain nombre de récits qui dominent notre société actuelle et dont il faudrait essayer de se défaire et de créer de nouveaux récits. L'idée en fait du Festival Atmosphère, c'est au fond le changement culturel provoquera le changement politique et donc le changement de doctrine écologique. C'est ça en fait le fond. Du coup, un peu deux questions en une. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et qu'il faut
d'abord un changement culturel, pour un changement de mentalité, pour un changement ensuite au niveau politique. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et deuxième question, quels sont selon toi ces espèces de récits dominants dans notre société auxquels il est difficile d'échapper? Ouais, alors je vais commencer par répondre à la deuxième question. Effectivement, pour moi, il y a des récits dominants. Alors, des récits, pas forcément dans le sens dans lequel c'est entendu. Pour moi, il y a des récits au sens de fonctionnement systémique, de croyance plutôt, et qui font un peu notre culture. C'est-à-dire, il y a de moins en moins, mais le patriarcat, pour moi, c'est un récit collectif, et un récit qui s'était ancré suffisamment pour devenir une culture. Mais il y a aussi le capitalisme, l'argent sont des récits. Il y en a d'autres, beaucoup. La publicité, le marketing, enfin, tout ça, c'est basé sur des récits. Après, il y a aussi les mythes qui sont au final des traductions de ces récits. Pour moi, lorsqu'on regarde les films, les histoires qui sont racontées aux enfants, elles sont toutes imprégnées de ces récits en arrière-plan. Le mythe du héros, les relations amoureuses qui sont souvent dépeintes d'une certaine façon dans l'imaginaire collectif par ces récits. Et donc, pour ce qui est de la première question, oui, des changements culturels de certains de ces récits, d'une bonne partie d'entre eux finalement, de ceux qui sont les plus importants, est nécessaire pour impliquer un changement de vie, un changement de modèle. Et c'est effectivement ce qu'essaie de mettre en place le Festival Atmosphère, d'après ce que j'ai vu. Et en tout cas, c'est un peu le but. Et d'après toi, comment de façon plus large, ou à ton niveau, ou à notre niveau à tous, comment est-ce qu'on peut concurrencer ces récits dominants? Je pense que la manière la plus simple et la plus logique, c'est de proposer d'autres récits qui sont en fait des alternatives. C'est-à-dire, si on ne propose que des récits, par exemple, dans la science-fiction, en ce moment, ce qu'on voit beaucoup, c'est du post-apocalyptique ou des dystopies, cyberpunk, etc. Et tout cela, ça peut donner envie d'agir, ça peut alerter sur des problèmes réels et des problèmes sociétaux, mais pour moi, c'est pas ça qui va pousser le plus à l'action. Ça alerte, ça fait prendre conscience de certains défauts, mais si on veut faire bouger les choses, il faut aussi des récits plus positifs qui vont en fait proposer d'autres alternatives souhaitables, désirables, qui vont donc ouvrir un peu l'esprit et du coup faire que dans notre imaginaire, on aura d'autres possibilités. On se dira qu'on n'est pas bloqué là-dedans, on n'est pas contraint et on n'est pas forcé de finir comme dans ces récits les plus dystopiques. Et c'est un peu ça pour moi les nouveaux récits, et c'est ce qui est important. Et au final, même si je dis là j'ai dit nouveaux récits, mais au final c'est quelque chose. Même en regardant dans l'histoire, il y a des sociétés qui fonctionnaient autrement. Il y en a qui fonctionnaient sur des modèles égalitaires, il y en a qui étaient bien plus centrés sur la nature. Et donc, c'est pas seulement de la fiction futuriste, c'est aussi se baser un peu sur l'histoire et ne pas rester figé sur justement nos récits dominants qui évoluent, on le sait, et qui doivent évoluer. Et voilà. Hyper intéressant. Et peut-être deux petites questions pour finir. Pour enchaîner sur cette question des récits, nouveaux ou anciens qu'on remettrait au goût du jour, comme tu le fais remarquer, comment, d'après toi, ton association, Compiègne en transition, participe à la création ou recréation de ces récits? La première chose, c'est qu'en apportant dans la vie quotidienne des étudiants des manières de s'engager à leur échelle, c'est rentrer en action. C'est-à-dire, on ne leur apporte pas directement un récit, un modèle en leur disant il faudrait que ça ressemble à ça, mais on leur donne des moyens d'être actifs dans la transition à leur échelle et à l'échelle de l'université et de la ville. Et en faisant cela, en fait, on essaie indirectement de créer un imaginaire sur le fait que cette façon d'agir au quotidien, d'être zéro déchet, de faire des conférences sur ces sujets-là, de sensibiliser tout le monde, c'est des choses qui vont, on l'espère, changer les manières de penser et plus profondément changer ce que les gens pensent de ces choses-là, que les gens en aient une vision positive
et on leur montre qu'il y a des alternatives possibles, qu'on n'est pas obligé de consommer comme on le fait actuellement, et qu'il y a des alternatives en jardinant, en faisant du zéro déchet, etc. Et donc l'idée de cette association, c'est vraiment de montrer aux gens les possibilités les plus simples à mettre en œuvre et les plus réalistes. Après, on aimerait aussi pouvoir faire plus, mais c'est quelque chose qui est assez compliqué dans une association étudiante. On aimerait pouvoir instaurer, être plus impactant, c'est sûr, c'est un peu toujours l'objectif, et c'est ce qu'on essaie de faire par différents projets, mais c'est sûr que ce ne sera pas uniquement le rôle d'une association de faire changer les imaginaires, car notre association, elle touche quand même un nombre limité de personnes. On le remarque très bien quand on organise des conférences. On va dire que sur une école à 4000 étudiants, sachant qu'il y en a beaucoup qui sont en stage, etc., les étudiants vraiment actifs qui participent à nos conférences, qui viennent aux ateliers débat, chaque semestre, ça ne représente pas plus de 150 personnes. On va dire 150 personnes actives qui viennent à des conférences, etc., qui se bougent du coup physiquement pour venir et pour agir. Ça fait quand même un nombre assez limité, et c'est pour ça qu'il faudrait changer les récits à plus grande échelle. C'est sûr. Après, 150 personnes, c'est aussi 150 personnes qui, dans 10 ans, auront des postes à responsabilité et qui, peut-être, insuffleront bien davantage de la conscience écologique. Mais bon, l'urgence, c'est vrai que c'est... C'est vrai que c'est maintenant. Et après, moi, là-dessus, j'avais lu des choses là-dessus qui disaient que vouloir changer le système de l'intérieur, c'est louable, mais c'est aussi, malheureusement, une sorte d'excuse, un moyen de se dire... je voudrais changer le système, mais je reste dans le système. Et que chaque participation, quel que soit son niveau d'implication, même si on change les choses à l'intérieur de notre entreprise, c'est bien, il faut le faire, mais c'est pas ça qui va changer fondamentalement, qui va le plus impacter les gens et changer le plus de choses. Dernière question peut-être, est-ce qu'il y a des personnalités ou des actions qui t'inspirent sur la question de l'écologie ? Sur la question de l'écologie, moi je suis beaucoup de choses sur les réseaux sociaux à ce sujet. Par exemple, dans les personnes actuellement, je suis plutôt admiratif devant le travail de Paloma Moritz, par exemple, journaliste chez Blast, mais aussi les actions de Camille Etienne sont des sources d'inspiration. Il y a aussi Thomas Wagner qui a créé le média Bon Pote. Donc là, c'est vraiment... il participe activement à changer les imaginaires avec des articles qui montrent vraiment les alternatives. Après, il y en a des centaines d'autres qui agissent au quotidien. J'avais vu le film Bigger Than Us à sa sortie, qui, pareil, il montre vraiment le film raconte les histoires de jeunes qui justement sont inspirants parce qu'ils ont changé les choses et ils changent les choses dans leur pays, partout autour du monde. Et tout ça, c'est incroyable à regarder et ça motive énormément. Après, il y a aussi, sans forcément regarder dans l'actualité, on peut même être inspiré par des histoires, par des livres. La littérature, je trouve, est le média le plus avancé à ce niveau-là et qui propose le plus d'alternatives et d'autres mondes, et même dans des écrits assez anciens. Il y a Thoreau aux États-Unis qui écrivait beaucoup sur la nature, sur la société, et qui avait une vision qui est très d'actualité finalement. Il y a aussi Ursula Le Guin, autrice de science-fiction, qui a écrit sur l'anarchisme, sur d'autres modes de vie, mais tout ça dans de la fiction, sur d'autres planètes, mais étonnamment très proches de la Terre, très ressemblantes, et où au final, avec différents modèles sociétaux qui fonctionnent et qui du coup mettent en place vraiment des alternatives intéressantes. Et après, pour finir, je dirais qu'il y a même des mouvements actuels, donc c'est pas des personnes, mais des mouvements. Par exemple, il y a le Solar Punk, qui a été créé, je crois, en 2014, qui est un mouvement que je trouve, avec lequel je suis pas forcément d'accord sur tous les points, mais qui est extrêmement intéressant, parce qu'il va vraiment créer une esthétique, un visuel attractif, et qui va en fait donner envie aux gens. Et il essaie vraiment de créer une version très positive de l'avenir. Et dans ce mouvement Solarpunk, qui est du coup de base est né sur les forums sur Internet, c'est vraiment développé beaucoup de choses. Notamment, il y a des livres qui, du coup, maintenant sont associés au Solarpunk. Par exemple, de Becky Chambers, qui a fait des livres, je crois que c'est
histoire d'un moine et d'un robot qui sont en fait sur des planètes qui ont réussi leur transition et qui sont des écrits, mais alors vraiment, ce sont des utopies réalistes qui donnent envie en fait. Et ça, je pense que c'est vraiment des choses absolument remarquables et qu'il faut mettre en avant pour donner une meilleure image à l'écologie et inciter les gens à évoluer là-dessus. Super, en tout cas c'est très inspirant tout ce que tu viens d'évoquer. Merci beaucoup Raphaël. Merci à toi. Et merci de t'être prêté au jeu de ces questions.